Que ce soit le lieu qui le voit naître ou l'art vivant qui l'incarne, le théâtre est double, pour ne pas dire multiple. Chaque détail, chaque moulure et chaque planche des pièces de cet immeuble raconte une histoire parallèle à la pièce de théâtre qui prend vie sur scène. C'est sur cette scène que je veille. Dès que le rideau se ferme et que le théâtre se vide, la tradition veut que l'on m'allume à la fin d'un spectacle. Certains croient que j'éloigne les mauvais esprits à titre de ghost keeper, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Je suis la sentinelle. Je symbolise la lumière qui ne meurt jamais et je jette un éclairage sur tout ce qui échappe à votre regard. Je connais toutes les pièces de ce théâtre par cœur et je me propose de vous les faire découvrir. Il faut savoir que Denise Pelletier était une brillante comédienne. Elle a joué dans Iphigénie de Racine, qui fut la première pièce montée par la Nouvelle Compagnie théâtrale. L'ANCT, comme on la nommait dans le milieu, a été cofondée en 1964 par son frère Gilles, Françoise Gratton et Georges Groux. Les trois complices s'étaient donné comme mission de présenter au public étudiant de grandes pièces du répertoire théâtral, classique et contemporain, mais aussi quelques créations. L'ANCT a emménagé dans cet édifice en 1976. La même année, Denise Pelletier, alors à peine âgée de 53 ans, décède au sommet de sa gloire. À l'inauguration du théâtre un an plus tard, on nomme la grande salle en son honneur. Et en 1997, c'est au tour de la Nouvelle Compagnie théâtrale d'honorer sa mémoire en devenant le Théâtre Denise Pelletier. Remarquez les corniches et les décorations qui apportent une touche luxueuse au lieu. Il était coutume à l'époque, le temps d'une soirée au cinéma, de faire rêver les spectateurs dès leur arrivée. Parce que oui, avant de devenir un théâtre, l'immeuble a accueilli un cinéma de 1929 à la fin des années 60, le Granada. La tendance de l'époque était aux Atmospheric Theatres, dont le style empruntait les codes d'un thème précis. Nous voici donc dans un décor d'inspiration espagnole, tel qu'imaginé par l'un des plus importants décorateurs en Amérique du Nord, Emmanuel Brifa. On lui doit plusieurs décors de cinéma montréalais, tels que le Corona, le Rialto et l'Impérial, qui brillent toujours dans la métropole, et certains joyaux architecturaux de la côte nord-est des États-Unis. Le samedi matin, les gens se rassemblaient au cinéma pour voir les nouvelles sur grand écran, comme la télévision n'existait pas encore. On se réchauffait alors près des foyers et on se parfumait chacun à sa façon dans le Powder Room, la salle de maquillage réservée aux femmes qui occupait jadis l'espace actuel dédié aux hommes, et dans le Smoking Room, le fumoir destiné aux hommes, inversement situé où logent les toilettes des femmes aujourd'hui. Lorsque l'heure de la projection approchait, on passait au cœur du théâtre, dans la grande salle. On y accédait par un grand couloir central situé derrière le bar actuel, qui donnait au centre de la salle. Ce type d'entrée, offrant un large passage, date de l'époque romaine et se nomme le vomitoire. Ce dernier a été remplacé par deux entrées distinctes à l'étage pour un accès plus fluide. Aux extrémités du foyer, deux boutiques avaient pignon sur rue. Dans l'alcôve ouest, on trouvait une chapelière, parce qu'à cette époque, on ne sortait jamais sans son chapeau. Et dans l'alcôve est, un magasin de bonbons et de friandises glacées faisait saliver petits et grands.
Au théâtre, comme dans la vie, on navigue souvent entre le vrai et le faux, le ciel et l'enfer. Ce sont ces dualités qui donnent sa richesse à notre art et qui ont inspiré ces lieux. À l'est, un ciel rougeâtre représentant l'art de la tragédie accueille les spectateurs de la section pair, tandis qu'à l'ouest, un ciel bleu, symbole de la comédie, surplombe l'entrée du côté impair. Cet espace public servait également à mettre en pénitence les retardataires et les troubles-fêtes jusqu'à ce qu'ils puissent réintégrer la salle au changement de scène, d'où le nom de pénitent donné à cette pièce. Auparavant, des fenêtres vitrées permettaient de suivre ce qui se passait sur scène. 2 écrans les remplacent aujourd'hui. À l'époque du cinéma Granada, une grande cabine de projection occupait toute la partie centrale. Au plafond, un puits de lumière s'ouvrait pour rejeter les fumées toxiques qui provenaient des projecteurs. Les gradins s'étendaient alors jusqu'au mur du fond. Leur pente a d'ailleurs inspiré les architectes pour la fenestration actuelle. Parce qu'ici, comme sur scène, la lumière est essentielle, qu'elle soit simulée ou naturelle, comme celle qui traverse ces vitraux de style art déco. Sans compter la lumière qui émane des multiples luminaires blancs, rappelant la constellation qui ornait jadis le plafond de la salle du cinéma Granada. Lorsque vous prenez place dans la salle, vous remarquez rarement ce qui se trame à l'arrière. Pourtant, c'est à partir d'ici que sont données toutes les indications techniques nécessaires au spectacle. D'abord, à la régie centrale, le ou la chef sonorisateur s'active à créer l'ambiance sonore. Il a préalablement positionné chaque source de son dans la salle et sur la scène à partir du plan de conception sonore du spectacle. De là, il peut mieux contrôler chacune des 34 boîtes de son réparties un peu partout dans la salle. À la base, on a rarement recours à des voix amplifiées au théâtre, mais le concepteur sonore peut choisir de le faire. Côté jardin, dans la régie technique, le véritable chef d'orchestre de la pièce est le régisseur. Il ou elle donne le signal au sonorisateur, au machiniste, au cintrier et à l'éclairagiste de produire différents effets à un moment précis et peut même diriger l'entrée d'un comédien à l'occasion. Dans la régie opposée, côté cour, le chef éclairagiste manie l'un des 300 projecteurs d'éclairage, tous contrôlables individuellement. Il manipule sa console avec doigté et la scène se transforme sous vos yeux selon l'atmosphère recherchée par le concepteur d'éclairage. Côté cour, côté jardin. Vous vous demandez peut-être pourquoi ne pas utiliser tout simplement la gauche et la droite. Parce que la gauche de la régie n'est pas la gauche de ceux et celles qui s'activent sur scène. Encore utilisés aujourd'hui, les termes à cour et à jardin remontent à l'époque où les spectacles étaient présentés dans des châteaux. Le côté jardin désignait l'endroit où se trouvaient les jardins, et le côté cour, celui où se situait la cour à laquelle accédaient les nobles et la royauté. Pour s'y retrouver, si on est assis dans la salle, jardin est à gauche et cour à droite. Lorsque la salle est à sa pleine capacité, 800 personnes comme vous assistent à la pièce, soit la moitié moins qu'à l'époque du cinéma, qui comptait 1600 sièges. Leur nombre a été réduit pour permettre la création des régies et de la scène actuelle. Tout a été repensé dans une perspective théâtrale, jusqu'à l'inclinaison des gradins, qui a aussi été accentuée. Voyez-vous cette ligne au mur de chaque côté? Au cinéma, la pente était plus douce. Comme la tête des spectateurs se relève pour regarder un écran, alors qu'au théâtre, notre regard se fixe plutôt au pied de la scène. D'ailleurs, cet aménagement des gradins dont chaque siège est décalé en quinconce et où tout le public fait face à la scène porte le nom de salle à l'italienne. Malgré l'origine de ce type d'architecture, c'est bien dans une cour intérieure espagnole que nous nous retrouvons en ce moment, comme nous le rappelle chaque indice ornemental imaginé par le décorateur Emmanuel Briffa. Blason, femmes dansantes, Dionysos et autres figures imaginaires renforcent cette illusion, de même que ces faux balcons. Même les pilastres et les architraves qui semblent en véritable pierre sont en fait en plâtre, recouverts de patines et de feuilles d'or et d'argent. Le tout, combiné au velours rouge des sièges, donne une élégance quasi royale à cette enceinte. Nous voilà sur la scène, celle où vos yeux sont constamment rivés et qui se transforme au service de l'histoire.
Si vous regardez plus haut, vous pouvez apercevoir les porteuses qui composent les cintres du théâtre. Ces 28 perches accueillent projecteurs, décors, rideaux, bref, tout le nécessaire pour jouer avec vos perceptions. Ces planches ont vu passer des sorcières, des rois et des reines, des histoires de triomphe, de meurtres, des amours impossibles et des chicanes de famille. Ici, le temps n'a pas d'emprise. La magie de l'hiver peut céder la place à la grisaille de l'automne ou à un bel été ensoleillé. Ce que le public ne sait pas, c'est qu'une toute autre histoire se déroule toujours en parallèle dans les coulisses. Les rideaux noirs à l'arrière-scène marquent l'ouverture de l'ancien cadre de scène du cinéma Granada. À l'agrandissement de la scène, le cadre a été avancé. Lors d'une représentation, un ballet soigneusement chorégraphié s'effectue à l'arrière-scène, où s'enchaînent les changements de costumes, les retouches, les relectures de dernière minute et les directives des machinistes. Les lieux servent aussi à entreposer les équipements, pratiquement jusqu'au plafond. Un autre secret bien gardé échappe à votre regard de spectateur, ce qui se déroule sous la scène. Dans les entrailles du théâtre de Nice Pelletier se tapissent des personnages qui n'attendent que leur tour pour arriver par surprise sur scène. Grâce à des trappes et à des escaliers amovibles, on peut faire apparaître puis disparaître sur scène interprètes ou accessoires au moment opportun. Tout le plancher central peut s'ouvrir afin de s'adapter à la mise en scène de chaque pièce. À l'avant-scène, par exemple, les praticables s'enlèvent au besoin. On peut créer des ouvertures pour installer de l'équipement. Pour les interprètes, c'est aussi un lieu de passage rapide vers les loges. Le sanctuaire de la préparation d'avant ou d'après-spectacle se nomme le Salon Vert. C'est ici que l'on donne les notes et directives finales aux interprètes après les dernières répétitions. Là où on ne manque pas d'histoire à raconter, c'est bien dans les loges, lieu de toutes les transformations physiques. À chaque interprète, sa loge avec miroir, à moins d'une très grande distribution où plusieurs doivent se rassembler dans une même pièce. Contrairement à ce que l'on peut penser, nos comédiens et comédiennes doivent se maquiller et se coiffer seuls. Une fois les maquettes de référence approuvées, les artistes sont convoqués pour une séance de test de maquillage et de coiffure avec le ou la conceptrice qui les a imaginés. Dès la première du spectacle, c'est à eux de jouer et de le reproduire à partir de l'image de référence. Il se développe ainsi parfois des talents insoupçonnés d'artistes maquilleurs. Et que serait un maquillage sans le costume qu'il complète? Notre chef habilleuse ou notre chef habilleur a aussi sa propre loge. C'est ici que se font les derniers essayages et ajustements avant la représentation. Un chandail froissé, une tache encombrante, un ourlet décousu, rien n'échappe à son regard aiguisé.
Elle est aussi la gardienne d'une multitude de petits accessoires qui permettent d'ajouter la touche finale au costume. Ceux-ci sont toutefois l'œuvre de concepteurs ou conceptrices de costumes, souvent assistés de plusieurs couturières et assistants en atelier de confection. En règle générale, on crée des costumes originaux pour chaque spectacle. Au terme d'une pièce, le théâtre ne conserve que très peu de costumes contemporains. En revanche, de véritables vêtements de collection tirés d'époques anciennes sont entreposés dans le costumier. Après le réaménagement des espaces, 60% du costumier a toutefois été vendu. À part des vêtements de base comme des capes, des jupons ou des chemises, les costumes sont rarement réutilisés, comme ils sont faits sur mesure et que les coûts de modification seraient sensiblement les mêmes que ceux de nouvelles confections. En plus d'être utilisés sur scène, ces accessoires servent souvent en salle de répétition. Besoin d'un chapeau? On les a tous. D'une tête d'animal? Pourquoi pas? D'une valise? Oui, mais laquelle? Besoin d'un objet étrange et indéfini? On l'a. Ne reste plus qu'à le trouver. Les interprètes répètent ici environ 3 mois avant la première. Lors de la première lecture, ils se mettent le texte en bouche en le lisant à voix haute pour une première fois devant toute l'équipe de production et de conception. Chacun repart ainsi inspiré pour créer selon son champ d'expertise. Commence alors le travail de table. On analyse le texte, on le décortique, on réfléchit aux propos, à la langue, aux personnages, au rythme, aux particularités de l'époque. Au tour ensuite du ou de la metteur en scène de faire la mise en place et d'indiquer aux interprètes les grandes lignes de leur déplacement dans l'espace. Comme il n'y a généralement pas de décor ici, on procède à un marquage au sol qui le simule à l'aide de rubans adhésifs, une étape appelée la plantation. Le théâtre Denis Pelletier est d'ailleurs l'un des seuls théâtres montréalais à posséder une salle de répétition dont les dimensions sont identiques à celles de sa scène principale. Tout un avantage pour l'équipe qui reprend le même positionnement qu'ici, une fois sur le grand plateau. Ensuite, on répète et on répète encore en ajustant chaque détail du jeu et de la mise en scène. D'ailleurs, ne vous surprenez pas d'entendre ici la réplique finale d'une pièce avant même d'avoir entendu son introduction. Rarement les scènes sont répétées dans l'ordre, comme il faut tenir compte des disponibilités de tous et chacune. Un casse-tête avec lequel doit jongler la personne nommée à l'assistance à la mise en scène. Ce n'est qu'une semaine avant la première représentation que les artistes commencent à répéter sur scène. C'est ce qu'on appelle l'entrée en salle. Ils procèdent alors à la marche dans le décor pour se familiariser avec l'espace. La première répétition sur scène a lieu à l'éclairage de service pour permettre aux interprètes de bien voir leur nouvel environnement de jeu et éviter les accidents. Puis les éclairages du spectacle s'ajoutent au tableau. Ensuite, c'est la journée de la costumière où tous enfilent leurs costumes pour répéter.
Chaque discipline s'ajoute ainsi et s'imbrique l'une à l'autre jusqu'à ce que pour les 3 ou 4 dernières répétitions dites enchaînement, on arrive à un spectacle complet. Côté cours, le cintrier manœuvre les porteuses, non pas en comptant sur sa force herculéenne pour lever les éléments, mais en s'appuyant plutôt sur un calcul bien précis des charges. Il doit ainsi déterminer le poids de tout ce qui est installé sur une porteuse et ajouter le même poids dans le panier de charge pour que le système agisse comme une balance et soulève ou descende ainsi les porteuses. Environ 2 semaines avant la première, s'amorce tout le travail d'accrochage des éclairages et de montage du décor qui créeront les effets visuels et artistiques recherchés. Car même si les lumières du théâtre et des décors semblent provenir des cieux, c'est en fait le fruit du travail de l'éclairagiste et du cintrier. C'est qu'au-dessus de la foule et de la scène s'étend un labyrinthe de couloirs sinueux, de passerelles étroites et de lignes de vie, d'où veillent silencieusement les maîtres des lampes et des cintres. Ce sont eux qui tiennent les ficelles du jeu, un peu comme celles des marionnettes. Et ce ne sont pas des ficelles qui manquent dans un théâtre. Ce jeu de passerelles faisait partie des nombreuses améliorations qui ont été apportées, de même que les saignées au plafond, ces ouvertures qui permettent d'accrocher des éléments techniques. Le chef éclairagiste détermine lesquels des 300 projecteurs à sa portée seront utilisés afin de respecter le plan d'éclairage du concepteur. Le chef cintrier, lui, manipule les cintres pour les faire monter et descendre au bon moment. Tout le public a pris place, éteint ses appareils, court instant de silence, et puis lumière. Nous voici dans le dégagement, qui porte bien son nom. C'est ici que se trouve l'essentiel de ce qui devait être dégagé de la scène ou d'ailleurs dans le théâtre. Sa fonction est multiple. C'est à la fois l'atelier de réparation et de finition de décors et l'entrepôt du théâtre où l'on trouve toutes sortes d'outils et de matériel. Le lieu se transforme même à l'occasion en salle de réception, grâce à ce mur coulissant qui s'ouvre sur la scène et qui permet de déplacer facilement un décor sur roue. On y reçoit également des éléments de décor par le débarcadère donnant sur le stationnement du théâtre. Parfois, l'espace accueille même le décor d'un spectacle créé dans l'autre salle, la salle Fred Barry. La salle Fred Barry, c'est en quelque sorte un théâtre dans le théâtre. Chanteur, comédien et metteur en scène, Fred Barry fut l'un des pionniers du théâtre québécois. Il a été l'un des premiers à mettre en scène des interprètes et des textes d'ici au début du 20e siècle, alors que la majorité n'avait d'yeux que pour les artistes venant des États-Unis ou de la France. À la différence du Grand Plateau, où le théâtre Denise Pelletier agit généralement à titre de producteur, la salle Fred Barry accueille et invite à s'y produire autant des compagnies de la relève que des compagnies plus établies. C'est aussi le tout premier Cube Noir de Montréal, un espace modulable et plus intime qui présente du théâtre de création, des pièces ou des paroles contemporaines.
C'est maintenant ici que nos chemins se séparent. Vous connaissez maintenant tous les raccoins et les secrets du théâtre. C'est seulement à la fin du spectacle, quand vous êtes sur la route du retour et qu'ici les lumières s'éteignent, que c'est à mon tour d'entrer en scène et de commencer ma lumineuse veille. Encore imprégné de votre souffle, je contemple ainsi la salle vide jusqu'à la prochaine représentation.